Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, heure de Bonaquamon, 18h 20h Greenwich Mean Time. Ahmad Ahmad ne conduira plus l'importante délégation de plus de 160 officiels de la Confédération africaine de football au championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2021. Qui se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021, bien évidemment. Le président sortant de l'instance du football africain a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la Fédération internationale de football, Association. La Commission d'éthique affirme avoir établi qu'Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et a abusé de sa fonction de président de la Confédération africaine de football. Ce séisme à la tête de la Confédération africaine de football, à moins de 60 jours de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations intercamerounaises et plus d'un an pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations, aura-t-il un impact sur ces deux compétitions à venir? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Suspension Ahmad, quelles conséquences sur le CHAN et la CAN à venir? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph René. Bonsoir Serge Alain. Bienvenue. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Voilà. Vous êtes spécialiste en management public. Oui, diplômé de l'Institut supérieur de management public. Voilà. Yaoundé, hein? Oui, Yaoundé. Oui. Tout à fait. Voilà, aussi homme politique, c'est bien cela. Oui, homme politique. Voilà. Membre de la section RDPC du dialogue octroi. Voilà. Bienvenue. Ameyo Moussala. Ameyo Moussala. Oui. C'est le président de la République. Exactement. Voilà, merci. Bonsoir Emmanuel Mahop. Bonsoir à Roussao. C'est toujours avec une sympathie et un plaisir que je viens lorsque vous m'invitez. J'ose espérer que je serai, comme j'aime à le dire, à la hauteur des échanges. Je salue tous mes copanélistes et merci encore une fois de vous convier à cet échange. Voilà. Emmanuel Mahop, j'ai préféré retenir pour ce soir la casquette de chroniqueur sportif. Oui, voilà, j'en suis un, heureusement, mais voilà, mais j'en suis fier tout à fait. Voilà. Serge Kamdemkouan, bonsoir, bienvenue. Salut Serge Alain, salut à tous les téléspectateurs et pour la première, je suis là. Voilà. Vous êtes opticien, président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Vice-président. 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 Ah là là, il faut que le président... On s'en excuse, monsieur le président. Mon président, d'ailleurs, je suis attentif. Voilà. Je rappelle, Serge Kamdemkouan, vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Oui, ce soir, c'est la casquette d'instructeur, d'arbitre qui m'intéresse. Pas de problème, Serge Alain. Voilà. Serge Plessis, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le monde. Spécialiste des questions de sport. Jean-Vie, on va faire un premier tour de table sur cette décision. Est-ce que vous étiez surpris hier quand vous avez appris cette nouvelle? Parole à qui veut la prendre? Madame Serge Kamdemkouan, vous avez été surpris de cette décision-là de la FIFA? Surpris, en réalité, non. Parce que vous savez, on dit dans l'adage chez nous, comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Les prémices de l'installation de notre président Ahmad à la tête de la CAF pouvaient présager des lendemains pas rassurants. Parce qu'imaginez-vous qu'en mars 2017, lorsque le président Issa Hayatou, après 29 ans, à la tête de cette confédération, au niveau de l'Éthiopie, lorsqu'on tenait la 39e Assemblée générale, tenait un discours magistral pour vénérer les prouesses de notre continent. Il insistait sur des mots-clés tels que tout faire pour rester toujours dans le but du panafricanisme, c'est-à-dire sauver et rehausser l'image de l'Afrique. Mais il ne savait pas qu'après son discours, il devait avoir un tsunami qui l'emporterait lui.
bien qu'il soit un vétéran, il pensait que même s'il y avait une transition, on resterait dans une certaine logique sans qu'il y ait une rupture entre les générations. Mais nous avons tous vu que le président Hamad ne lui a jamais officiellement tendu la main. Et lorsqu'on a passé 29 ans à la tête d'une institution aussi forte, qui avait une autonomie dans sa gestion, qui avait une crédibilité au niveau du monde, quand vous devenez président et vous avez rompu avec votre base, ceux qui sont les vestiges de votre corporation, je suis sûr que vous pouvez, même par inadvertance, faire des erreurs parce que vous êtes dans l'enthousiasme. Et je pense que c'est ce qui arrive au président Hamad, malheureusement, aujourd'hui. Donc on peut, malgré la bonne volonté qu'il a affichée, comprendre que ce n'était pas évitable ce qui est arrivé aujourd'hui. Voilà, vous m'avez justement envoyé cette petite citation de Issa Hayatou. Issa Hayatou qui disait en 2017, il s'adressait à Ahmad Ahmad, « Sachez, monsieur le nouveau président, que je suis à votre disposition si jamais vous avez besoin de mon expérience. On ne peut pas avoir bâti l'organisation de la CAF pendant 29 ans et nous tourner le dos. C'est impossible. » Fin de citation. Serge Pensy, pour vous, cette décision de suspendre pour 5 ans Ahmad Ahmad, vous l'avez accueilli? Comme je l'ai accueilli, vous savez, généralement on part comme on vient, comme on arrive. Hein? Ça vous amuse peut-être, mais c'est comme ça. Les prémices étaient là. Quand Ahmad arrive, il chamboule un peu tout à la CAF. Vous avez vu qu'on a changé normalement le dispositif de la Coupe d'Afrique des Nations. On est passé de 16 équipes à 24 équipes. Est-ce que c'est mauvais d'imprimer ces marques? Non, non, il faut faire ses classes. Oh. Il faut faire ses classes. Il faut faire ses classes et ce n'est pas aujourd'hui que... C'est pas à la CAF que Ahmad a appris la corruption. C'est pas à la CAF que Ahmad a appris le harcèlement sexuel. C'est pas à la CAF que Ahmad a appris le détournement de fonds. C'est-à-dire quand vous prenez cette bouteille d'eau, vous la mettez dans de l'eau, elle devient le même poisson. C'est-à-dire j'étais là dans le fourri, elle devient le même poisson. C'est-à-dire qu'il vient avec cet art à la tête de la CAF. C'est pas là qu'il a appris. Peut-être que bon. Vous ne saviez pas ça quand vous le portiez à la tête de la CAF? Non, je ne suis pas. Vous avez, non, entre guillemets, humilié Issa Hayatou? Non, humilié, oui, mais ils ont. Issa Hayatou a été trahi par ses lieutenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Constant Omari, il ne faut pas oublier, qui était le lieutenant de Issa Hayatou, qui a tourné le dos au dernier moment. Donc, ça, c'est leur cuisine interne. Mais je dis simplement que ce n'est pas à la CAF qu'il a appris tout ça. Vous savez, le président de la CAF, vice-président de la FIFA, il a le statut du président de la République, d'un président de la République. Et vous savez, j'aime toujours cette phrase du président Biya qui dit on ne dit pas au pouvoir qui veut, oui, mais qui peut. Oui. Hein? Et c'est un enseignement. Boutouze est très content là. Et c'est un enseignement. Non, oui, c'est un enseignement pour tout le monde. Oui. Même si on même si on aime le changement, tous les gens on veut changer. C'est sûr que je ne peux pas porter la même veste tous les jours. Je ne peux pas faire ceci, la même chose tous les jours. On peut manger la même chose tous les jours. Mais il faut faire ses classes. Il faut apprendre. Et c'est ce que Ahmad a refusé. Ahmad a refusé d'apprendre. Et c'est ce qu'on vit aussi au Cameroun, que les hommes politiques, excusez-moi du tacle, refusent d'apprendre. Hein? Il faut apprendre. Et ce tacle n'est pas la régulière. Hein? Non, oui, mais ils refusent d'apprendre. Oui. Vous avez vu certains partis là, politiques, je n'ai pas sur le contrôle d'un homme politique ici, qui ont voulu tout chambouler au Cameroun, tout de suite. Ils refusent de faire les classes. Et quand vous refusez de faire vos classes, vous échouez. C'est comme ça. Hein? Mes amis ils sont pas là, bon. Les amis du MSC ont fait aller aux élections et ils ont vu ce qui est arrivé. Non, ils sont pas là, oui, mais ils sont pas là. Mais vous avez, c'est ça quand on dit, vous refusez de faire vos classes. Il faut faire les classes. C'est ça. Il faut faire les classes. Ok. Voilà. Donc Ahmad a refusé de faire ses classes. Il est venu. Vous avez utilisé le terme humilié, mais je ne pense pas qu'il a humilié Issa Hayatou. On ne peut pas humilier Issa Hayatou. C'était un démontage de Infantino. Oui, mais 2017 quand même. Je veux vous dire, c'est Infantino qui est venu, qui n'a pas voulu de Issa Hayatou, parce qu'il savait qu'avec Issa Hayatou, il ne pouvait pas avoir la même mise sur l'Afrique. Parce qu'Issa Hayatou, c'est un conservateur. Il a trouvé son poste pour l'avenir aussi. Il a trouvé des gens là qui pouvaient manipuler. Et c'était Ahmad. Et quand Ahmad a levé la tête,
il a aussi coupé la tête d'Amad. Je ne pensais pas qu'on détourne de l'argent seul. Voilà, on va y arriver. Voilà, mais cet aspect. Oui, voilà, donc Amad a plutôt aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'on fait ça seul. Donc, Joseph René Moutouzé, pour vous, cette décision de la FIFA de suspendre Amad Amad pour 5 ans, vous aussi, vous avez vu ça venir? Enfin, moi, je ne suis pas particulièrement accroché au problème de sport. Je vais... On va parler de la gestion, parce qu'il y a voilà, justement, voilà. Je suis... détournement de... Oui, bon, maintenant, ce qui peut se passer après cette décision pour le football camerounais, oui, ça là, ça peut m'intéresser. Justement. Bon, mais maintenant, est-ce que Amad, si je m'en tiens au propos de mon prédécesseur, qui a bien voulu citer le président Paul Biya, en disant ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Je pense que cela s'est bien vérifié avec le président Amad, parce que notre compatriote a fait 29 ans. Lui n'a même pas pu terminer un mandat jusqu'à aller aux prochaines élections qu'il est déjà suspendu. Vous voyez, vous pouvez vous-même en juger. Ça fait pas hier qu'il a été suspendu. Voilà. Il est suspendu de manière clinique depuis plus d'1 an. Voilà. Donc, c'est pas hier qu'il est suspendu. Voilà. Parce que la CAF était sous normalisation depuis sous assistance expiratoire. Voilà. Ouais, il faut peut-être que le prochain fasse de temps en temps un tour à côté du président Paul Biya pour savoir comment on peut rester longtemps dans ces choses-là. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Ok, Emmanuel, pour vous, quel regard vous portez sur cette décision Eh bien, je voudrais déjà vous faire observer qu'en réalité, quand Amad Amad il arrive parce que la FIFA de Sepp Blatter avait chuté. Voyez-vous, et Gianni Infantino arrivant, il fallait trouver un lieutenant de poids. Donc Issa Hayatou. Issa Hayatou, c'est les Sepp Blatter, il fallait tout changer. C'était les Sepp Blatter, parce qu'en réalité, quand le président Issa, je vais faire un peu d'histoire, candidate, va affronter Sepp Blatter en 2002, ben, il n'y parvient pas. Il comprend qu'en réalité, ce n'est pas la peine d'aller en front office avec Sepp Blatter. Il est déjà un dinosaure, un mastodonte, un pachyderme. Il vaut mieux composer avec lui pour les intérêts du football africain. Et ça lui a réussi. Vous avez vu 2010, Coupe du Monde, etc., avec tout ce que cela comporte. Donc il était un lieutenant de poids, voyez-vous, et Sepp Blatter lui a rendu ça. Maintenant, quand Gianni arrive, ben forcément, il doit contrôler l'Afrique, dans ce sens que c'est 54 ou 55 associations. Et du coup, si Issa Hayatou y est, ben il ne peut pas, parce que Issa, entre-temps, a fait quelques semaines comme président de la FIFA. Donc Infantino n'aurait pas eu du poids. Forcément, il fallait trouver quelqu'un. Amad arrive, pour les 2 premières années, évidemment, c'est l'amour à la Roméo et Juliette, parce que en réalité, le président de la FIFA, de la CAF de naguère, c'était Gianni Infantino. Amad Amad, pour ces 2 premières années, il était un président délégué, parce que c'est Gianni qui pensait tout, qui réfléchissait tout. Mais sauf que la goutte d'eau qui déborde le vase, en réalité, elle arrive quand les désirata de Gianni Infantino ne sont pas implémentés, ou du moins ne sont même pas suggérés à Amad Amad, en réalité. Parce qu'en février, on s'en souvient, quand il va à Rabat, il dit, ok, dans un discours, voilà, dans un congrès de la CAF, qu'en réalité, il va falloir passer d'une CAN de 2 à 4 ans, il faut justement faire une sorte de Champions League de clubs, de 18 ou 20 clubs africains qui seront forts. Et du coup, de ce point de vue-là, on se rend compte qu'en réalité, mais tiens, on devient justement, on est président délégué, et du coup, aidé en cela par ses conseillers, il fait une volte-face. Il dit non, à partir de là, les problèmes naissent. Voyez-vous, si Sepp Blatter, si Gianni Infantino, autant pour moi, si Amad Amad, un temps soit peu, s'était montré réceptif, bon joueur, et surtout soumis, comme lors de ces 2 premières années, il n'y aurait jamais eu de problème. C'est cela. Après les problèmes de corruption, mon cher, on va en parler, mais j'en parle dessus en 30 secondes. Dans des associations où ça brasse beaucoup d'argent, il y aura toujours ces faits de corruption. Le président de la FIFA lui-même, il a des griefs qui pèsent sur lui. Mais compte tenu du fait qu'en réalité, ben voilà, c'est déjà Gianni Infantino. Absolument, on va en parler. On va en parler. Voilà, de certaines tares qu'il aurait
posé, qu'il aurait commis justement, qui aurait même entaché sa réélection. Mais compte tenu du fait que c'est l'Afrique, et c'est en cela que beaucoup s'accordent à dire que c'est une sorte de néocolonisation dans le foot, parce qu'évidemment, Serge parlait de politique maintenant, ceux qui viennent d'ailleurs, les Occidentaux, ayant compris que l'Afrique, les Africains sont éveillés justement sur le plan politique, ben, ils se servent du foot justement pour les contrôler davantage. Tel est le cas. Et malheureusement, Ahmad Ahmad, au moment où il veut avoir son indépendance, entre guillemets, celui qui l'a fait roi, justement, décide de le démettre. C'est exactement la même chose. J'en aurais terminé. Ferlaine, Diego Maradona, on se souvient de lui au Napoli. Voyez-vous, ben, les Napolitains ont fait de Maradona le roi, Ferlaine, le président de Napoli, en lui permettant de prendre toutes sortes de substances pas sympathiques à dire sur un plateau de foot pour ses performances tous les dimanches. Ben, dès lors qu'il a tiré sur la squadra Azzurra, sur l'Italie, ben, les problèmes ont commencé. On lui a dit, Diego, on t'a fait roi à Napoli, on va te défaire. C'est exactement la même chose. Voilà. Oui, c'est comme d'un quoi. Oui, je voulais à la suite de Emmanuel Mahop faire remarquer quand même que le président Ahmad a prêté le flanc pour une CAF qui ne pouvait pas avoir une certaine force de par sa façon d'arriver. Tout à l'heure, il a fait allusion au parrainage du président de la FIFA. Et nous savons tous que c'est ce parrainage qui l'a aidé à déstabiliser toute la muraille qui était mise en place par le patriarche qui était Issa Hayatou. Je voulais, pour la gouverne de ceux qui nous suivent, dans l'historicité des événements à la CAF, dire que depuis 1957 que cette association a pu avoir sa légitimité auprès de la FIFA, elle a posé des actions très fortes parce qu'il y avait à sa tête des hommes qui croyaient à l'éclosion de l'Afrique. Rappelez-vous qu'en 1957, alors que la CAF est mise en place par 4 pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc., l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, c'est la CAF qui exclut l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. Vous comprenez qu'il y avait des hommes à ce moment qui prônaient un certain idéal africain. On ne pouvait pas être sur un continent où on a des hommes qui réfléchissent, qui font des actes, qui posent des actes positifs, et avoir une marginalisation créée par un des États membres, même si c'était un État fondateur. Il y a eu des événements comme ceux-là qui ont progressé. On est passé en 1966 à la Coupe du Monde en 1965. L'Afrique a boycotté les éliminatoires à la Coupe du Monde en 1965 parce qu'à l'époque, la FIFA réservait une seule place pour 3 continents. L'Océanie, l'Afrique et l'Asie. Absolument. L'Afrique a dit, je ne joue pas. Et en 1966, on lui a octroyé une place de fête à la Coupe du Monde. Ça, c'était par l'entregent des dirigeants de la CAF à l'époque. Et nous avons vu qu'avec des bonnes négociations, en 98, on a pu passer à 5 places pour le continent africain. Et M. Issa Hayatou, en Éthiopie, en mars 2017, présageait pour une Coupe du Monde à 48 qui était projetée en 2026. C'est même Gianni Infantino. Oui, projetait 10 places pour le continent africain en faisant un ratio objectif. Pour vous dire que les ambitions étaient réelles. Et la CAN, depuis 1957, s'est jouée tous les 2 ans. Et M. Issa Hayatou insistait sur le fait que tous les dirigeants africains, panafricanistes de la CAF, devraient faire que ça reste à 2 ans. 2, que ça reste dans les périodes où les Africains peuvent vraiment s'émouvoir, dont janvier, février, qui étaient des mois propices. Or, qui étaient combattus de façon sérieuse par les instances comme la FIFA et autres pour les intérêts des clubs occidentaux et tout ça. Donc, M. Ahmad est venu dans la valise, comme l'a dit Emmanuel, de M. Infantino, comme un colis. Et je pense que c'est quand il a réalisé qu'il était un président délégué qu'il a voulu s'affranchir du joug de son boss. Est-ce qu'à ce moment, il n'est pas en train de trahir le deal pour lequel il est venu? Donc, son échec ou bien sa déchéance aujourd'hui n'est que prévisible. Puisque c'est celui qui vous a amené, qui a tout balisé. Si à l'arrivée, vous lui tournez le dos, bon, il est normal que lui, ici, la branche sur laquelle vous êtes assis. Et je pense que c'est ce qui s'est passé malheureusement. Est-ce qu'il est exempt de reproche? Je pense qu'on a utilisé sa naïveté dont je parlais tantôt pour lui montrer qu'il est en balade à un poste où on l'a mis pour être représentatif, pour être figurant. Je pense qu'on peut arriver à cette... Oui, mais après, vous dites... Joseph. Non, je ne suis pas tout d'accord avec ce qu'il dit. Non, écoutez, si Ahmad s'est comporté normalement, on parle des faits de détournement, on parle de harcèlement. Non, s'il vous plaît, vous me laissez développer. On parle de détournement, on parle de l'abus de la position du président, on parle de harcèlement. S'il n'avait pas fait ça, je ne vois pas pourquoi la commission d'éthique de la FIFA allait se pencher sur lui. Il a eu une garde à vue en France, vous vous rappelez très bien. Donc ce ne sont pas des faits anodins. Ce n'est pas à la CAF qu'il a appris tout ça là. Je vous dis, quand vous occupez des pareils postes, vous avez la statue d'un président de la République. On vous reçoit partout. Regardez, partout où Ahmad va en Afrique,
il va dans les palais présidentiels. On lui déroule le tapis rouge. Un président de la CAF a le statut d'un président d'un État, d'un chef d'État. Donc, et tout ça peut l'amener à avoir la grosse tête. Mais ne dites pas que oui, Infantino l'a aidé à être président, mais attends, s'il était exempt de tous ces reproches-là, où Infantino allait le tacler où? J'ai dit que la faute, c'est lui-même. Tu prends cette bouteille, tu l'achètes dans le vouri, dans mon vouri ici. Il ne devient pas le poisson. Voilà, il ne va jamais devenir le yenda, qui est le catfish, mâchoiron. Donc, arrêtons de mettre d'accuser les autres. Je reviens toujours, je le dis toujours, comme le président Paul Biya dit, il ne reste au pouvoir que celui qui peut, mais pas celui qui veut. Il faut pouvoir le faire. Maintenant, si tu es arrivé en balade, sans savoir ce qu'était mais il faut pouvoir rester au pouvoir, il faut avoir les moyens pour rester au pouvoir. Donc, ça demande une certaine intelligence, une certaine comment on appelle ça, une certaine statut, savoir comment on gère le pouvoir. Parce que tu arrives au pouvoir, tu perds complètement la tête. On trouve tous les palais présidentiels, tu arrives, tu rencontres tous les grands de ce monde, ça peut te monter à la tête et dire que attends, moi je suis un président et je peux me permettre tout, c'est ça. Et abus, tu vas peut-être rentrer dans les détails tout à l'heure. Quand il part à la Mecque avec des chrétiens, alors on se pose la question, mais attends, tu mets les chrétiens dans la liste des gens qui vont à la Mecque, ça veut dire quoi? Donc toutes ces histoires-là, hein, c'est parce qu'il avait cette statue-là. Ok, Joseph René Mboutouzi, lorsque vous occupez une fonction comme celle-là, vous en tant que manager, comment faire pour éviter, surtout un milieu, comme a dit Emmanuel Mahop, où il y a beaucoup d'argent, comment faire pour éviter de tomber, on le dit comme ça, pour parler de manière triviale comme au Cameroun, tomber dans le piège? Oui, vous savez... comment doit être le manager ici? Vous savez, je voudrais d'abord un peu revenir sur ce que les autres ont dit pour dire qu'en Afrique, de façon prosaïque, il n'y a jamais de mort innocente. Oui. C'est-à-dire on doit toujours prouver que c'est tel ou tel qui en voulait à tel, c'est pour cela que tout cela lui est arrivé. Mais moi j'ai essayé de lire l'histoire de cette suspension. Et d'abord, ça part du fait que c'est une commission d'éthique, c'est-à-dire que les gens qui sont penchés sur des choses contre nature, qui ne vont à l'encontre des différentes lois de la CAF et même de la FIFA qui gouverne le football, ça veut dire qu'il a enfreint à des lois. Donc je crois qu'ils sont allés sur la base des faits. On n'accuse pas quelqu'un de corruption, de détournement, d'abus de position dominant s'il n'y a pas les faits. Et si les faits ne sont pas avérés, je crois qu'il y a une instance que le président Ahmad peut saisir pour se faire justice. Encore que, je ne sais pas, peut-être M. Mao pourra nous en dire plus. Est-ce que si le président Ahmad saisit le TAS, est-ce que la CENI justement ne suspend pas d'abord? Le suspensif, c'est applicable d'abord. Ne suspend pas d'abord? Le suspensif, c'est avec effet immédiat. Donc après, la suspension, c'était avec effet immédiat. Donc, bon, mais maintenant, donc ça veut dire que même si lui saisit le TAS, ça n'a pas d'effet. Ce n'est pas comme les juridictions d'appel. Parce qu'il y a dans certaines juridictions d'appel, lorsqu'on saisit l'instance d'appel, ça annule d'abord la première décision. C'est pas ça. Okay, il peut demander les mesures suspensives de cette décision. Il peut les demander. Il doit demander et obtenir. Tant qu'il n'a pas obtenu, non. Voilà, mais oui, parce qu'il faut bien que les gens qui nous suivent ce soir comprennent ça. Il peut demander auprès de qui? Du TAS. Voilà. Oui, ça veut dire que dès aujourd'hui ou bien dès le lendemain de l'adhésion, il aurait déjà pu saisir le TAS. Un délai réglementaire quand même. Oui, c'est pas de mois, non? Voilà, donc ça veut dire 60 jours pour demander, pour faire appel. Voilà. Ça veut dire que le manager que vous êtes, écoutez, on lui repose entre autres l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque. Oui, est-ce que cela participe de ces... entre autres. Oui, je voudrais donc demander, est-ce que cela participe de ses prérogatives en tant que manager de la CAF? Parce que vous savez, en matière de détournement, les détournements ne proviennent pas seulement des détournements de fonds. Lorsque vous faites même des détournements d'objets, ça rentre dans les détournements. Ça veut dire que, M. Serge Alain, si vous êtes directeur général d'une entreprise publique et puis on
on vous donne l'argent pour construire une salle de classe, vous décidez d'acheter une voiture. Même si effectivement vous avez acheté la voiture et que l'argent là n'est pas rentré dans vos poches, vous êtes ça devient une faute de gestion et vous êtes coupable de détournement de cet argent. Et l'État se réserve le droit de vous demander de le rembourser parce que vous avez fait une utilisation autre que celle qui était prévue. C'est pour ça que je dis que la suspension vient sur la base des faits. Est-ce que Ahmad a commis des détournements? Est-ce qu'il y a eu des trafics d'influence, des abus de position dominante et tout? Parce que le manager exerce sur la base d'une feuille de route. Parce que aujourd'hui, lorsque on vous nomme à la tête d'une organisation, la première chose à faire, c'est de tracer de la vision. Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette organisation en tant que locomotive de cette organisation? Tout le monde doit exactement connaître la vision. Quelle est votre vision pour le développement de cette organisation-là? Et maintenant, cette vision-là, vous allez donc la détailler dans ce qu'on appelle un plan stratégique. Le plan stratégique voudrait donc dire de définir sur une certaine période, qui peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce que vous comptez faire. Déjà, même lorsque vous préparez votre... comme ça se passe à la suite d'une élection, vous devez donc déjà porter la vision, parce que c'est sur la base de la vision et de ce plan stratégique que les gens sont même supposés vous voter. Et lorsqu'on vous a donc voté sur la base de cette vision et de ce plan stratégique, vous devez donc exactement implémenter cela. Mais si vous-même qui êtes la locomotive, vous avez dit voilà vers où on va aller, et pour y arriver, voilà exactement ce que nous allons faire la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, et que cela est validé par une assemblée générale lorsqu'il s'agit d'une association, ou alors par un conseil d'administration lorsqu'il s'agit dans le cas d'une entreprise. Vous devez d'être la première personne qui le respecte. Maintenant, lorsque vous avez donc le plan stratégique, vous devez maintenant définir ce qu'on appelle un cadre logique qui va de façon plus détaillée sur les actions que vous allez mener. Parce que le cadre logique a l'avantage que ça détaille la planification annuelle en activités séquencées. La première semaine, je ferai ci, ou bien les premiers mois, on fera ça de cette manière. Et voilà les menaces possibles qui peuvent arriver pour que ce que nous avions prévu ne soit pas atteint. Et vous devez communiquer cela à toutes les instances opérationnelles et même les instances de contrôle, parce que personne ne peut avoir un pouvoir à l'infini, un pouvoir à l'absolu. Il y a toujours un pouvoir de contrôle. Et il se trouve que dans le cas de la CAF, celui qui exerce donc le pouvoir de contrôle, c'est la FIFA. Et maintenant, lorsque le contrôleur a donc vérifié, on a donc trouvé que M. Ahmad sûrement n'avait pas exactement respecté non seulement la planification de ce qu'il avait prévu de faire pour le football africain pour les 5 ans, mais aussi n'avait pas sûrement respecté le cadre dans lequel il devait mener ses activités pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été voté en tant que président de la CAF. C'est très important. C'est pour cela, lorsqu'un manager arrive sans un programme précis, la navigation à vue va toujours le porter vers des fautes qui peuvent conduire à la faute. Voilà, conduire à la faute, et malheureusement qui peut arriver à perdre la confiance de soit des gens qui l'ont élu, soit des gens qui sont donnés à le contrôler. Voilà, merci Joseph René. Pour ajouter quelque chose, quand on parle d'abus de son pouvoir, de sa position de abus de pouvoir. Oui. Il paraît qu'il a violé l'article 25. Oui. Je vous donne un exemple clair. Oui. Quand Ahmad décide que la Coupe d'Afrique qui était prévue en 2019 se jouera en 2021 au Cameroun, il décide seul. Okay. Voilà, il décide seul. Il ne contacte pas les Ivoiriens au préalable. Il ne parle pas au président, au peuple, à la fédération ivoirienne. Il décide seul. Et vous avez entendu que les bruits qui sont venus de Côte d'Ivoire, voilà. C'est ça un abus. Voilà, je voulais justement, Emmanuel Mao, est-ce que les Camerounais devraient se réjouir de ce qui arrive à Ahmad aujourd'hui, quand on sait que beaucoup pensent également qu'il est pour beaucoup, comme a dit Serge Pensi,
le fait qu'on ne nous ait pas retiré l'organisation de la CAN, alors qu'on a failli en 2019? Ce n'est pas une question en réalité que vous me posez, c'est un constat. Permettez-moi d'abord de revenir en une minute pour dire. Oui, allons-y, Emmanuel, on a beaucoup de choses. Sur cette question. Non, sur cette question, non. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, vous me posez une question. En fait, en réalité, vous ne me posez pas une question, c'est un constat. Parce que les Camerounais doivent s'en réjouir. On sait ce que Ahmad a fait déjà pour le chant, parce qu'il était question en interne, même à un moment donné, que la 6e édition du chant ne se tienne, puis ou du moins qu'on annule cette compétition, qui semblait ne pas trop gérer de fond à la CAF. Parce que la CAF s'est mise justement à copier, mais dans le bon sens, l'UEFA et la FIFA, qui se doivent de brasser de l'argent. Donc, elle s'est rendue compte justement à la Confédération africaine de football que le chant, en réalité, ne brassait pas trop d'argent. Et en cela, encore par la Covid-19, etc. Donc on a pensé à un moment donné que cette édition ne se tiendrait pas, que la 6e édition ne se tiendrait pas, non pas tant que le Cameroun allait l'abriter, mais parce que justement ça ne rentrait pas de l'argent. Mais il a pesé de tout son poids. Donc, et pareil pour le glissement de la CAN, c'est certain. Donc en réalité, c'est un deuil entre guillemets pour les Camerounais, férus de foot, compte tenu de ce que Ahmad a fait. Mais après, Serge, on est dans le football. Et j'aime toujours à le dire, je crois que c'est sur ce plateau que je l'avais dit une fois, quand on est dans le football, on n'est pas en religion, on n'est pas à la mosquée. Je voudrais quand même que nous nous rappelions que dans le foot, il y a beaucoup de coups qui sont permis. Quand on parle même de politique, en réalité, je ne pense pas qu'il y ait des instances au sein desquelles on fait de la politique avec grand P, comme les instances de football. Pourquoi? Parce que Sepp Blatter, qu'est-ce qui le fait partir? Tout ce qui fait partir Blatter, en réalité, c'est parce que l'Angleterre et les États-Unis n'organisent pas la Coupe du Monde 2022. C'est tout le problème. Mais après, on savait qu'il faisait qu'il était quelqu'un qui abusait de son pouvoir, qui faisait des fautes de gestion. Mais sauf que justement, elles reviennent en surface, ces fautes de gestion, ces malversations, parce que les États-Unis et l'Angleterre ont pris un coup, parce que c'est le Qatar qui organise la Coupe du Monde. C'est exactement ça. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'en réalité, nous tous ici, évidemment, qu'on n'est pas des saints. Voyez-vous, si on se retrouverait peut-être à la place d'Ahmad, on en ferait davantage. Ça, c'est sûr. Parce que, évidemment, quand on est dans un endroit où ça brasse beaucoup d'argent, il faut avoir un peu de points et surtout une éducation assez sympathique pour éviter. Voyez-vous, le président de la FIFA lui-même, honnêtement, je ne suis pas ici pour défendre Ahmad, le président de la FIFA, il lui est reproché justement de s'être offert un jet privé, de le défendre. De s'être offert un jet privé, un vol privé pour une réunion en Suisse qui était une pseudo-réunion qui n'existait pas. Voyez-vous, on l'a étiqueté dessus. On lui reproche aussi que certains tiers justement lui aient offert des vols privés alors que l'éthique de la FIFA ne le voudrait pas. On lui reproche surtout que son chauffeur, la FIFA a en son sein des chauffeurs, mais qu'il n'est plus un chauffeur de l'extérieur qui gagne de l'argent. Autant de choses. Mais sauf que je continue de vous le dire, FIFA, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, évidemment que quand on est président de ces associations-là, on n'est pas des saints. Mais ça devient un problème. Vous devenez le dindon de la farce, on vous jette à la vindicte populaire lorsque les intérêts sont menacés. C'est comme ça qu'il faut le croire. Sinon, honnêtement, on passerait aux tasses, on jugerait tout le monde parce que personne n'est, j'allais dire, saint là-bas. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Ok, voilà. La commission d'éthique indépendante dit que Ahmad a violé l'article 20, c'est-à-dire en acceptant et en distribuant des cadeaux et autres avantages. Oui, ce sont des faits. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au pèlerinage. Je me souviens, lorsque cette affaire se produisait, on se demandait bien quel est le lien entre un pèlerinage et c'est un musulman, et les activités. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam, hein. Le pèlerinage à la Mecque. Il fallait qu'il offre aussi les visites peut-être au Vatican. Ahmad, c'est un musulman ou pas? Oui, j'ai dit il fallait qu'il l'offre. Il doit aller à la Mecque. C'est parce qu'on veut comprendre. Quand M. Issa Hayatou va à la Mecque, on n'est même pas au courant quand il y était. Mais pourquoi quand Ahmad lui va à la Mecque, tout le monde est au courant? Parce que justement, au niveau de la CAF, on a fait un randam autour du voyage à la Mecque. Est-ce que le président Ahmad on a utilisé les fonds? Parce qu'on a utilisé les fonds de la CAF. C'est-à-dire, on a pris de l'argent dans les caisses de la CAF, l'argent dédié à des compétitions ou bien à la rémunération des clubs et tout ça, pour les compétitions, à la gestion de la CAF, pour faire faire son pèlerinage. Pour faire de l'amusement. Et ça, c'est pas permis. Ça dit c'est contre l'éthique. Et je pense que la commission, si elle se fie seulement à ça, est dans son droit. Et je voulais dire à la suite de ta question que lorsque vous regardez dans le discours de M. Issa, je me fie toujours à ça parce que le dernier, c'est le dernier discours, et là-dedans, il y a beaucoup d'éléments qui montrent ce qui est prévu à la CAF en termes de gestion. Entre 2008 et 2016, pour ce qui est des chiffres, la CAF brasse 150 millions de dollars. Ça, c'est les chiffres de M. Issa Hayatou dans son discours. Mais entre 2017 et jusqu'à ce qui est prévu à l'infini, pendant qu'il préparait le mandat en question, avant d'être déchu, la CAF devait brasser 1 milliard de dollars américains tous les 12 ans. Et là-dessus... Tous les 2 ans. Tous les 12 ans. Et on avait multiplié par 200% les revenus au club.
dans le discours de M. Issa Hayatou. Donc vous comprenez que M. Hamad vient trouver une entreprise qui est flamboyante, qui a toutes les structures de gestion qui sont mises en place, mais, comme l'a dit Serge à un moment donné, je pense que lui-même n'a pas pris l'ampleur et la mesure de ce qu'il prenait comme institution en main. Il a pensé qu'il était en villégiature, dans un cadre où il était tout beau, dans un environnement aussi propice. On va beau faire allusion au lobbying qui n'ont pas fonctionné à un moment donné, mais sa part de responsabilité ne saurait être épargnée. Quand on parlait de pèlerinage à la Mecque, est-ce qu'il y a obligé? Il pouvait sortir dans ses revenus propres de l'argent pour offrir un pèlerinage à la Mecque au président de club ou bien au président des ligues qui lui sont, des fédérations qui lui sont affiliées ou bien qui sont ses amis. Si vous organisez une réunion chez vous en privé, personne ne viendra demander pourquoi. Mais si vous puisez, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent en réserve, vous puisez une quantité pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, mais qu'est-ce que vous ferez des chrétiens qui sont à la CAF? Il fallait les amener au Vatican tous alors. Bien à l'autre. Oui, à l'autre. Donc vous comprenez qu'on est là dans quelque chose de pas acceptable en matière de gestion. Et la bêtise pour moi, c'est quand il va rester sous assistance respiratoire avec l'arrivée de la secrétaire générale de la FIFA. Comment se fait-il qu'une institution qui en 29 ans a été assez forte sous les personnes, patriarches comme Issa Hayatou, qui ont implémenté des méthodes de gestion qui ont fonctionné et que dont tout le monde a été d'avis que ça marche, qui générait autant d'argent comme ce qu'on est en train d'entendre, vous venez dire qu'il y a des dysfonctionnements de façon à ce qu'il faille restructurer. Et vous laissez vous faire berner pour qu'on rentre voir ce dans quoi vous avez fait des excréments. Quand vous avez des étrangers qui rentrent dans votre gestion, M. Emmanuel Marob, acceptez qu'on ne sorte de là avec les excréments. Et quand ça sort, on a les preuves matérielles. La preuve, c'est que sur la toile aujourd'hui circule la liste de tous ceux qui ont fait le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire, j'étais là envoyé tout à l'heure. Vous verrez qu'on a les noms des gens. Les Camerounais? Il n'y a pas de Camerounais dedans. Ah, pour une fois. On a des noms des personnes qui sont allées, les montants que ça a coûté, le temps qu'ils y ont mis. Si ça a été payé par les caisses de la CAF, c'est une aberration. Donc la commission d'éthique, pour moi, est dans son rôle. Quelle était l'intention de M. Hamad quand il le faisait? Pensait-il qu'il sera impuni? Je ne sais pas. Pensait-il qu'il est immunisé contre les structures de la FIFA? Moi, je ne sais pas. Maintenant, nous voyons tous qu'en 5 ans, en 4 ans de mandat, déjà il y a une déchirure terrible au niveau de la CAF, au niveau du comité exécutif. N'oublions pas qu'il a eu une déchirure avec certains de ses vice-présidents. Le secrétaire général de la CAF est parti et a écrit un courrier incendiaire sur son président au niveau de la FIFA dans lequel il a décrié tous les faits. Des paiements de pots de vin. Voilà, donc tous les faits qui lui sont reprochés par la commission d'éthique, c'est des faits qui ont été relevés par son secrétaire général. Et vous savez que le secrétaire général, c'est l'archiviste. Oui, mais sauf qu'il se préparait à être candidat. Non, en réalité, c'est qu'il qu'il est décédé après. Non, je dis, paix à son âme. Oui, il a passé de vie à trépas à l'Égyptien. Il présentait sa candidature. Emmanuel, s'il te plaît, je voudrais dire ceci. Même s'il préparait une candidature, bien au contraire, c'est là où on va être plus crédible. Parce que si vous dites des faussetés, vous n'aurez jamais l'assentiment de vos électeurs. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'éléments, même le monsieur Picnic. Il y a des gens qui se sont fâchés de la gestion de M. Hamad et ont pris la clé des champs. Vous parlez maintenant de sa garde à vue à Paris. Vous savez pourquoi il est en garde à vue en réalité? C'est parce que la Gardère, il booste la Gardère. Or, je voudrais quand même que quand on est sur un plateau sérieux, évidemment qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais je ne voudrais pas que nous nous comportions, comme si, je l'ai dit précédemment, encore on n'est pas à la messe, on n'est pas en train de... On est dans le foot, la bulle, le référentiel, mon cher. C'est le foot. Et on sait que quand on est dans le foot, il y a des choses qui se font. Je suis d'accord avec vous. Mais après, il y a des faits. Il y a des faits. Permettez. Quand on est dans le foot, évidemment que les 17 lois de la FIFA, on va les appliquer. Mais en même temps, sur le plan administratif, évidemment qu'il faut, il y a des règles, mais malheureusement, certains faits sont devenus des institutions, voyez-vous. Vous savez, quand on va au Caire en 2019, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, on a du mal à obtenir les battes parce qu'on y va comme chroniqueur sportif, justement, commentateur de match. Et du coup, la Gardère est en train d'être boostée. Or, on passe 1 heure, 2 heures pour qu'on nous remette les battes parce que justement, c'est là le problème. C'est pour cela qu'on le prend, qu'on l'interroge. Mais je veux dire, dans le foot, on simule toujours. C'est pour ça que je vous disais tantôt, c'est de la haute politique, c'est de la haute mafia. Évidemment que sur le plan idéal, vous avez raison, mais convenez avec moi qu'on est dans le référentiel foot. Et puis beaucoup de choses se font. Qu'est-ce qui est plus difficile, mon cher Sao, qu'on soit président de la FIFA, qu'on raconte une histoire sur une supposée réunion et qu'on se fasse payer un vol privé avec des tiers? Ça, c'est un fait inédit. Normalement, le président de la FIFA ne devait plus se représenter. Comment se fait-il qu'on est président de la FIFA? La FIFA a en son
sein des chauffeurs et que vous en preniez un de l'extérieur qui émarge au frais de la FIFA. Est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'il a plus confiance en celui-là? Oui. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... Est-ce qu'on peut être président de la FIFA et s'offrir des voyages privés avec des manières russes, voyez-vous, à la veille de la Coupe du Monde? Donc, convenez avec moi que on n'est pas sain. Je ne voudrais pas qu'on l'on fasse comprendre aux gens que Ahmad est celui-là qui a guillotiné tout le monde. Non, ça se passe comme ça, malheureusement, parce que c'est un jeu d'intérêt. Compte tenu du fait que Ahmad a voulu s'affranchir, a voulu sortir de ce jour-là, c'est pour cela qu'on le guillotine, parce que Lagardère, il le met dehors, parce que ça n'est pas une canne à cap, et parce que les clubs en Afrique ne peuvent pas être aussi solides que les clubs de l'UEFA. Et c'est ce que prônait Gianni Infantino. Quand Ahmad n'a pas été en odeur de cet été, il le guillotine parce qu'évidemment, c'est lui qui l'a porté à la tête de la CAF. Oui, c'est que Emmanuel Maroc ne veut pas accepter. C'est que cette commission d'éthique, on dit bien une commission indépendante. Elle est indépendante sur la FIFA. Elle est composée d'une chambre d'enquête et d'une chambre de jugement. Ce pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que la chambre d'enquête, ce sont des procureurs. Il y a eu avant-dernier, il y a eu un procureur allemand qui était là, un procureur américain qui était là, qui fait des enquêtes. Je vous rappelle sur l'affaire de Michel Platini, du Qatar et tout ça là. Il a fait une enquête sur, je crois, 30 000 pages. 30 000 pages. Dans tous les pays. Non, je te dis, il est allé partout. Partout. En Afrique du Sud. Là où il est remonté pour sortir que Beckenbauer avait payé, la fédération allemande avait payé des pots de vin en Afrique du Sud. Là, partout. Il a ressorti tout. Ce n'est pas des affaires du quartier. Vraiment. Franchement, donc laissons les histoires que la mafia. Vous savez, pour descendre de Michel Platini et Blatter, on les a guillotinés, mais Michel Platini, on l'a réhabilité. Mais vous savez, les élections, ça va dans 10 ans. C'est exactement ça, je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'on vous écarte des élections et on vous ramène parce que les élections sont finies. Et vous n'êtes plus important parce que actif dans les élections. Je vois que Emmanuel, c'est dire que tu défends Ahmad, c'est ton ami et tout ça là. Mais il faut comprendre que là, Ahmad n'a pas respecté les canons de la gestion. Moi, je suis désolé pour toi. Mais écoutez, Issa Hayatou a fait 29 ans là-bas. Vous savez combien de fois il est passé à la commission d'éthique? 29 ans, il est passé plusieurs fois. Le dossier de Issa Hayatou. Elle a fait la Gardère. Non, le chèque qu'on remet à Michel Platini pour ses services entre Blatter, qui est président de la commission des finances à la FIFA. Issa Hayatou, c'est lui qui est le président de la commission des finances. On ne peut pas sortir l'argent sans que le président de la commission. Mais lui, pourquoi il n'est pas touché? Parce qu'il sait comment on reste au pouvoir. C'est ça. Et Ahmad n'a pas su comment rester au pouvoir. Et il ne peut que payer aujourd'hui le prix de son, je ne peux pas dire de son ignorance, peut-être de sa naïveté et peut-être de tout ce qu'il a amené avec lui. Donc arrêtons de dire qu'on l'a guillotiné, il y a eu la mafia et tout ça là. La mafia, il y a des clans partout. Mais vous pouvez, si vous êtes un leader, le leader, si vous êtes fort, vous pouvez éviter tout ça. Okay, et Ahmad, pour moi, n'est pas un leader. Ok, on revient après le journal, mais vous l'avez quand même porté à la tête. Hein. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Saint-Jalan, bonsoir aux invités ce soir. Nous parlerons de naufrage survenu à Bétare-Oyas, le fleuve Lom, là où un bac s'est noyé avec 2 camions transportant du carburant et des marchandises. Fort heureusement, des passagers ont eu la vie sauve grâce à des piroguiers, mais là, il y a une inquiétude liée à la pollution de l'environnement. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la situation de certaines formations sanitaires, notamment dans la région du sud-ouest, en plein cœur des affrontements armés entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Plusieurs personnels de santé ont déserté les hôpitaux publics. Du coup, les populations ont du mal à se faire soigner dans des conditions optimales. Illustration en Bangem, dans le département du Coupé-Manengouba. Et le problème d'eau qui se pose avec acuité dans le Mungo, nous ferons le point dans certaines localités dans le journal de 20h. Dans la page internationale, vous verrez comment la procédure d'établissement d'un passeport diplomatique s'accélère pour l'ancien président Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jalin.
Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelet pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Serge Pensi, Serge Kamdemkwam, Joseph René Mbotouzé et Emmanuel Mahop. Emmanuel Mahop, lorsque vous avez suivi le journal de Cédric, Laurent Koudou-Bagbo, bientôt un passeport diplomatique, passeport pour un retour en Côte d'Ivoire. Quel commentaire? Le commentaire que j'ai fait, c'est qu'en réalité, les politiques, ils sont toujours pareils, parce que je me serais attendu peut-être que le passeport diplomatique lui soit délivré avant les élections, mais convenez avec moi que s'il avait eu avant les élections, ça aurait été une autre paire de manches. Voyez-vous, j'ai même eu dire à un moment donné que certains de ses partisans avaient présenté sa candidature, mais compte tenu justement du fait qu'il en était écarté, voilà, ça ne pouvait pas prospérer. Non, mais in fine, c'est sympathique, si ça permet quand même au président Ouattara, réélu, de réunir autour de lui certains qui ont marqué de leur empreinte la nation ivoirienne, et je pense Laurent Gbagbo fait incontestablement partie de cela. D'ailleurs, on en a souvenance, il y a une dizaine d'années, il y a une décennie, voilà, on était quasiment ivoirien parce qu'on suivait l'actualité, voyez-vous. Donc voilà, ce serait sympathique, mais son retour, qu'est-ce qu'il va produire en réalité? Ne va-t-il pas produire autre chose? Parce qu'in fine, s'il rentre en Côte d'Ivoire, ce serait une paire de manches. Mais pour finir, en réalité, je pense que le passeport diplomatique lui sera certainement délivré, mais en backstage, certainement, certaines consignes lui ont été données, consignes inhérentes à son retour chez lui en Côte d'Ivoire. Serge Kamdemkwam, ce geste du président Ouattara, comment vous l'accueillez? Il faut d'abord l'apprécier. Parce que, vous savez, quel que soit le degré de divergence qu'il y a entre les hommes, il faut rester humain et reconnaître que chaque être doit rentrer chez lui. Le président Gbagbo est d'abord ivoirien. Jamais mieux que chez soi. Jamais on est mieux ailleurs que chez soi. Le président Gbagbo est d'abord ivoirien. Et aujourd'hui, il a pendant longtemps sollicité rentrer dans son pays. Il est de bon ton qu'on lui donne les moyens de rentrer dans son pays. Maintenant, pour le reste, les suspicions qui peuvent advenir, ça peut être des affaires d'hommes. Je pense qu'on a vu la main tendue entre le président Ouattara et le président Konan Bédié après les élections. On a compris qu'il y a un début de décrispation de la crise. Et il n'y a rien de mieux qu'un dialogue entre les hommes quand il y a des problèmes. Et je pense que là, la Côte d'Ivoire, en dépit de la critique qui a été faite pour le 3e mandat, montre un exemple de conflit humain qui pourrait exister, mais il n'y a pas de problème humain qui ne puisse pas trouver des solutions si les hommes dégagent une certaine volonté. Et je pense qu'on va louer cela, tout en espérant que le président Gbagbo, après avoir passé beaucoup de temps hors de chez lui, pour des raisons qu'on ne saurait qualifier ici, va enfin retrouver la maison et retrouver sa grande famille ivoirienne. Mais ça aurait été sympa peut-être si on lui avait délivré avant. Si Ouattara l'avait fait avant les élections, on aurait compris voilà, qu'il voulait vraiment rassembler. Mais après, quand on s'est accaparé du pouvoir, entre guillemets, ou du moins quand on a été élu, donc malgré, et qu'on ramène, ça veut dire que, suivez mon regard. L'essentiel, c'est le retour. Serge Pensi, pour vous... On va quand même revenir. On ne peut pas construire le monde avec si. Je crois que la politique est une science et qu'il faut faire ses classes. Et Ouattara, le président Ouattara, a complètement raté de rentrer dans l'histoire. Donner le passeport diplomatique aujourd'hui à M. Gbagbo, c'est comme si on vous mettait un pinceau de poudre là aujourd'hui sur le visage, parce que peut-être... donc tout ça c'est du saupoudrage. Voilà. Il devait rentrer dans l'histoire parce qu'il a lui-même déclaré qu'il ne va plus être candidat. Donc tout c'est comme... Non, nous sommes au niveau du passeport. Oui, mais je vous dis, tout ça c'est le saupoudrage. Oui. C'est le saupoudrage. Je vous dis, la politique, c'est une science, c'est une école. Et franchement, il faut faire attention quand on pose des actes. Pour venir, pour faire marche arrière. Je n'aime pas trop parler de la danse Bafia parce que je respecte mes... Les Bafia. Oui. Donc, je les respecte. Mais, franchement... passeport de Babou, oui, c'est bien qu'il rentre chez lui, mais écoutez, ça ne change pas ce que le président Ouattara a posé comme acte. Ok. Joseph René Mbotouzé, voilà,
comme il a dit, Serge Kamdem Kwam, après la présidentielle, le président Ouattara a reçu Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, voilà un autre geste fort pour vous. Passeport diplomatique à Laurent Koudou Gbagbo qui pourra ponctuellement rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, Serge Alain, vous savez, lorsqu'une action est posée, surtout politique, il faut toujours savoir de quel côté se trouvent les intérêts les plus élevés. Qui avait plus besoin, Ouattara de donner le passeport ou alors Laurent Gbagbo d'en recevoir. Mais pour le cas d'espèce, je peux penser que c'est sûrement Laurent Gbagbo qui a plus intérêt à rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, il n'a pas sûrement participé à la dernière élection, oui, mais il peut déjà être en Côte d'Ivoire pour réorganiser son parti, voilà, reconstituer son état-major pour les prochaines années. Donc moi, je ne prends pas ça du mauvais côté. Vous savez, on a beau dire, mais des hommes qui ont l'expérience de Ouattara en politique, il faut les respecter. C'est vrai que on ne peut pas totalement applaudir un homme politique, mais des hommes comme ça, il faut les respecter. On ne peut pas totalement applaudir le président Biya? Non, mais vous savez... Boutozé, répondez-moi. Oui, bon, vous savez, le président... Répondez-moi, Boutozé. Oui, je vous réponds. Oui, allez-y. Vous savez, le président Paul Biya, lui, il a fait plus que ça, il allait plus loin. Parce vous pouvez applaudir le président Biya. Je vous dis que le président, lui, il a même allé plus loin. Oui. Le président de la République a, par exemple, gracié les tueurs de l'Amazonie, oui, en leur disant, si vous déposez les armes, il y a une commission de désarmement... démobilisation et réintégration qui va vous prendre en charge. Donc il allait plus loin que donner un passeport. Il a dit, je pardonne, même si vous avez tué, si vous décidez de rentrer dans l'ordre normal des choses, l'État du Cameroun va vous pardonner. Donc il allait plus loin. Donc Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, c'est apprécié, mais retenez qu'au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, est allé plus loin que ça. Ok, donc vous applaudissez donc, c'est ça. Toujours. Voilà. Et c'est pour cela que ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Voilà. Et lui, s'accroche, Emmanuel Mahop lui dit que pour lui, ça ne sert à rien. L'essentiel, c'était que le président Ouattara soit élu. Donc le reste peut venir après. Oui, mais je veux dire que c'est son courage. On a posé l'acte, il est réélu, il peut maintenant mieux encore organiser, rendre son parti un peu plus fort. Voilà. On a vu son premier ministre, je crois, Ahmed Bakayoko. Ouais, donc tout ça, tout est mis en marche pour que après son parti continue à avoir... C'est ça la politique, non? C'est ça la politique. Oui, mais la politique où on dit des choses et c'est-à-dire déclarer que je ne vais pas être candidat et revenir être candidat, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous savez, on a souvent posé la question au président Biya, et s'il va être candidat, il n'a rien dit. Parce qu'il ne parle pas. Parce que, vous savez, il faut faire attention avec les déclarations. Il faut faire attention avec les déclarations. Quand le président Ouattara a déclaré qu'il n'allait pas aux élections, même le président guinéen qui avait dit qu'il va faire 2 mandats et puis tout ça. Vous savez, on a tout le temps caricaturé cette image-là envoyée au Cameroun pour que ce soit une leçon. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des Ivoiriens qui ont fait beaucoup de sorties pour dire que voilà, au Cameroun, là, vous avez quelqu'un qui a 40 ans, nous, il y a la tenance et tout. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a déclaré qu'il aura la tenance, il refuse de partir, il dit non, j'y reste. Et qui vous a dit que dans le prochain il ne peut pas parler encore notre mandat. Donc, soyons tranquilles. Ok. Oui, Serge Kamdem, sur président Babou. Vous avez dit l'essentiel quand même de rentrer en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il n'y a rien de mieux que de sortir. Oui, surtout après avoir passé autant d'années du côté de la Haye aux Pays-Bas. Quand on parle du président Babou, on a les larmes aux yeux parce qu'aujourd'hui, dans son casier judiciaire, je ne sais pas si on a pu y mettre quelque chose qui l'accable. Tout à fait. Alors, quand vous regardez un chef de l'État déchu, qui, au lieu de rester chez lui paisiblement animé de la politique de son pays, s'est retrouvé en dehors aussi longuement que ce qu'on a vécu, je dis il n'y a rien de mieux pour lui aujourd'hui que de rentrer à la maison. Parce que déjà aujourd'hui, il a pu aux yeux du monde montrer qu'il est allé à la Haye pour rien.
c'est-à-dire qu'on lui a perdu du temps, que la Côte d'Ivoire pouvait être un autre État, plus grand peut-être politiquement, si tous les fils étaient réunis et parlaient politique, peut-être même pas à l'unisson, mais avec leurs divergences. Et aujourd'hui, il est en train de rentrer chez lui. On peut condamner le président Ouattara si on veut. Mais j'ai dit, la politique, moi je ne suis pas un spécialiste du domaine. Là-bas, il n'y a pas d'action fortuite. Toute action qu'on mène a une visée, a un intérêt, a une cible. Et je pense que M. Boutouzé a essayé tout à l'heure de peser qui a le plus à gagner devant le passeport aujourd'hui. Le président Ouattara, en le donnant devant son peuple, devient un homme qui est en train de tendre la main pour faire la paix. Le président Gbagbo, en le prenant de son côté, retrouve son pays. Mais est-ce que chaque parti a trouvé un intérêt dedans? Donc moi, je pense que pour nous qui observons d'ici, on a beau ne pas être d'accord avec le président Ouattara sur le 3e mandat qui a été un peu exagéré, excessif pour certains, forcé. Ça reste une affaire politique, une affaire interne à la Côte d'Ivoire. On a beau être même le content. passeport, c'est une affaire interne. Bien sûr, pour dire qu'on a beau... Nous, on analyse une affaire ivoirienne, mais nous, on observe en personne qui pensons qu'on doit mettre l'être humain au centre de ce qu'on fait. La politique est faite pour le bien-être des personnes. Et puis, je voudrais savoir, est-ce qu'il suffit de dire je me présente encore pour être président? Vous pouvez vous dire je me présente et on ne vous vote pas. Vous ne vous votez pas, vous ne devenez pas président. Voilà. Bon, voilà. Si quelqu'un s'est représenté, on l'a voté, mais tant mieux. Respecter le choix, c'est le choix du peuple. Le plus important en politique, c'est respecter la volonté du peuple. Et parce que le président de la République travaille pour le peuple, c'est-à-dire le rôle principal d'un État, d'un gouvernement, c'est de garantir le bien-être du peuple, solutionner les problèmes du peuple, aussi longtemps que le peuple sera satisfait de votre management à la tête de l'État, aussi longtemps il vous votera. Oui, vous voyez, aux États-Unis, il y a une limitation des mandats, mais il a fallu qu'un président... Je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur c'est vrai qu'il m'a fait la parenthèse. Oui, je vais revenir à vous. Boutouzé, terminez rapidement. Oui, je disais qu'aux États-Unis. Oui, voilà. Je disais qu'aux États-Unis, bon, on n'a pas commencé seulement par limiter les mandats. Et puis pour arriver à la limitation des mandats, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dit, moi, je n'en veux plus. Okay. Et puis, bon, on a dit, c'est 2 ans. Et puis... c'est 2 mandats. C'est 2 mandats. Voilà, parce que les États-Unis et le Cameroun, c'est pas la même chose. Vous savez, la guerre d'indépendance aux États-Unis, c'est au XVIIIe siècle. Nous sommes seulement indépendants au Cameroun. Dans la plupart des pays africains, il y a 60, 50, 40 ans. Ce n'est pas le même niveau de développement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que l'Europe était 100 fois plus développée que nous en Afrique, qu'ils avaient des royaumes, c'est-à-dire l'association de se passer de père en fils. Oui. Maintenant, à peine on engage le développement, quand on vient avec la démocratie, est-ce que les Camerounais peuvent témoigner que si on n'était pas, on n'avait pas, le vent d'Est n'avait pas soufflé au Cameroun dans les années 70, qu'on serait moins développé aujourd'hui là. Okay. Moi je pense que pour le stade de développement actuel de l'Afrique, pas seulement du Cameroun, on a besoin un peu d'être tiré un peu par la ceinture. Puis c'est comme même, vous terminez dans votre propos. C'est vrai que M. Bouto, en homme politique, fait les relances, mais moi je voulais dire en restant dans la peau du citoyen, quel que soit le politique qui va administrer le pays, le citoyen doit sentir qu'il jouit au moins de ce qu'on appelle des choses naturelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle des conditions faciles de base. Parce que moi je prends le Cameroun, on a beau dire on est peut-être pressé, mais lorsque je reste dans un bureau, vous avez l'électricité, l'énergie qui va partir, on ne sait pas à quelle heure ça revient, pour moi c'est un problème. Surtout quand nous avons des barrages que nous construisons tous les jours. Quand nous restons, on ne peut pas tourner un robinet à la maison et avoir de l'eau en permanence. Pour moi, le citoyen, c'est un problème. Donc les politiques peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais j'ai dit, le citoyen doit sentir que ce qu'on appelle ses besoins fondamentaux sont préservés. Et c'est ici, pour moi, le lieu d'interpeller. Quelle soit l'obédience à laquelle on appartiendrait, que le citoyen soit mis au centre de la préoccupation. Et je pense dans le cas de la Côte d'Ivoire, qui était ce qui nous préoccupait, on a un citoyen, fut-il ancien chef d'État, qui est à l'extérieur, qui est dans le besoin d'avoir un papier, un document normal pour retourner dans son pays. Je pense qu'il est légitime et même normal de le lui octroyer. Donc dans le cas de Laurent Gbagbo, on peut avoir de la critique acerbe à l'endroit de M. Ouattara pour son 3e mandat, mais c'est pas ça qui va faire que M. Gbagbo reste en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et mettre l'intérêt supérieur du citoyen
au-devant des intérêts. Oui, Serge Pensier, vous vouliez aussi réagir? Allez-y. Non, déjà, ce que M. Boutou a dit, que quand on est élu, bon, je suis d'accord. Hein, mais il y a ce qu'on appelle, dans le football, il y a ce qu'on appelle le quorum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être 300... La politique, c'est pas le football. Non, s'il te plaît. Le quorum, on peut copier ça. Si le quorum n'est pas atteint... Le quorum n'est pas atteint, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire que si le quorum d'électeurs n'est pas atteint, parce que vous avez une population de 10 millions, une population qui peut élire à 5 millions, et que vous êtes élu par 300 000 personnes, franchement, vous devez vous poser vous-même des questions. Si vous faites, c'est-à-dire que vous avez l'assentiment de la majorité des citoyens. Pourquoi ils ne sont donc, vous avez suivi le président vraiment Tangana pendant le... Non, c'est pas ça. Je suis en train de faire une analyse générale. Oui. C'est-à-dire que, est-ce que la majorité de la population, la majorité des électeurs, théoriquement, c'est pas les gens de la petite partie là qui allait élire. Elle n'est pas représentative. Donc il faut se poser, le politique doit se poser des questions. Est-ce que j'ai été élu par ces majorités? Ça n'intéresse pas. Vous croyez qu'aux États-Unis, c'est l'élection populaire qui élit le président? Non, quand on regarde des grands électeurs, c'est des représentants, des grands électeurs, voilà. Mais c'est les Américains qui vont choisir leur président. Et maintenant, lorsqu'avant l'élection présidentielle, vous avez déjà le Parlement. Non, laissez. Vous avez tous les gens du Parlement. Non, mais attends. Laissez les États-Unis, s'il vous plaît, là où ils sont. Parce que vous prenez non, laissez-les là où ils sont. Mais quand chez nous en Afrique, bon, c'est quoi le quorum? Quelle est la loi qui définit le quorum? Mais quand vous avez... C'est quoi le quorum au Cameroun? Non, dans le cas du Cameroun. Faisons avancer les gens. Faisons avancer les gens. Oui. C'est quoi le quorum? C'est quoi le quorum au Cameroun? Pour faire avancer les gens. Vous nous donnez il le faudrait quorum. qu'on élargisse aujourd'hui l'inscription dans le fichier électoral. Parce qu'il faut le faire. Parce que c'est que le RDPCM fait. Non, c'est que le RDPCM fait. Parce que vous êtes là, il parle de vous. Ce que le RDPCM fait, c'est vissé. On ne peut pas maintenir un fichier électoral entre 6 et 7 millions pendant des décennies. Et on pense qu'on met la politique. Si vous êtes inscrit dans la liste, et vous savez le jour de l'élection. Vous êtes inscrit. Si vous êtes, j'ai une carte d'électeur. Vous êtes allé voter? Oui, moi je suis allé voter. Il faut donc que tous ceux qui nous écoutent fassent comme vous. Qu'ils aillent voter. Oui, mais vous savez, on peut aller aussi chercher les électeurs. Parce que c'est ça le devoir. On peut aller chercher. Et ça, c'est le rôle des partis politiques. Non, oui, mais c'est le rôle du président Paul Biya. Non, c'est pas le rôle du président Paul Biya. Mais c'est le rôle de la parti politique. Non. Pour avoir la carte d'électeur, c'est comment on appelle l'ELECAM. C'est le rôle de l'ELECAM. Oui, quand vous présentez, l'ELECAM viendra pas vous chercher. Il faut donner les moyens à l'ELECAM d'aller inscrire la majorité des Camerounais. S'imposer chez vous? Oui, il faut aller chercher à l'ELECAM parce qu'on veut avoir la majorité des Camerounais. On peut avoir la carte d'électeur camerounais. Si vous refusez ça, parce que vous savez pourquoi vous discutez. La carte d'électeur est contraignante. Vous savez pourquoi vous discutez. Lorsqu'on vous interpelle en route, on vous demande si vous n'avez pas de carte d'électeur. C'est contraignant. Non, écoute. Voilà, si c'est on est en train de construire une démocratie. Les gens ont la liberté. Non, si on est en train de construire une démocratie. Les gens ont la liberté. Oui, mais non, écoutez. Il ne faut pas mentir les Camerounais. Oui, mais quand le RDPC, on embarque les gens pour aller faire la carte électorale. On n'embarque personne. Mais vous avez le pouvoir. Le RDPC sensibilise ses militants pour aller se faire inscrire. J'ai dit une chose. Et c'est ce que écoutez-moi, prenez le temps pour m'écouter. Peut-être que je dis des bêtises, mais vous ne dites pas de bêtises. Non. Après moi, je n'ai pas parlé depuis 30 minutes. Oui, mais tu vas parler. Dans une démocratie où on est en train de construire une démocratie, je crois qu'on a besoin d'une opposition qui fait avancer les choses. On ne peut pas diriger un pays seul. Même en famille. Et si l'opposition est dans l'esbrouf? Restons en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, partout en Afrique, on essaie d'étouffer l'opposition. Et ça ne peut pas marcher. La démocratie, c'est pas ça. Non, ça en Côte d'Ivoire, prenez au Bénin, partout là, on a étouffé l'opposition. Non, c'est essentiellement émotionnel. Ce que vous dites est essentiellement émotionnel. Emmanuel Mao, ce retour éventuel du président Gbagbo. Ce n'est pas les émotions. Il est quasiment en terre à partir du moment où on va lui établir un passeport diplomatique. Mais moi, la question que je me pose en réalité, nous qui de temps en temps quand même sortons du pays, je me questionne de savoir en réalité que le président Gbagbo, d'ailleurs Serge, le vice-président de la Ligue de l'Ouest l'a dit tout à l'heure, il a été établi en réalité que Laurent Gbagbo a passé du temps à la haie pour rien. Est-ce qu'on avait besoin aussi d'un passeport diplomatique? Parce qu'on sait qu'il est ivoirien à la base, donc on pouvait lui faire obtenir un laissez-passer. Du
du côté de l'ambassade de la Côte d'Ivoire et lui permettre de décoller de la Belgique pour Abidjan sans problème, et étant à Abidjan, qu'on lui fasse établir un passeport. Je pense que c'est Ouattara, ceci de particulier, c'est qu'à chaque fois il essaye de voyager sans passeport. On peut voyager sans passeport à partir du moment où vous êtes reconnu. Il est reconnu, comme ses droits lui ont été retrésoriés, et on sait qu'il est ivoirien. Donc du coup, il y a une ambassade à Bruxelles, etc., ou un consulat. Ben, il y va, il se fait identifier par l'entremise d'un laissez-passer. Ben, on lui donne un billet d'avion, il rentre à Abidjan, et d'Abidjan, on lui fait un passeport ordinaire, diplomatique, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'aller. Voilà, je pense qu'on n'avait pas besoin de lui, peut-être pour éventuellement voyager. Moi, je me questionne, mais sauf que Ouattara a ceci de Président Ouattara. Oui, justement, le président Ouattara, il a ceci de particulier, c'est qu'il est très subtil. À chaque fois, il veut redorer son image. C'est aussi un atout pour lui. C'est mauvais pour un homme politique. C'est mauvais pour un homme politique. Je suis d'accord avec vous. Donc, du coup, l'histoire retiendra que c'est grâce au président Ouattara que Laurent Gbagbo avait obtenu son passeport diplomatique et qui puisait les outils. Grâce au président. C'est aussi grâce au président Gbagbo, le président Ouattara a obtenu sa carte d'identité. La nationalité, cette fois-là, la nationalité ivoirienne. Donc c'est du donnant-donné. Mais après, je pense, pour finir, on aurait pu lui permettre de partir de là où il est, étant déclaré non coupable, qu'il rentre à Abidjan sans problème, et qu'à partir de Abidjan, qu'on lui restitue tous ses droits inhérents à sa nationalité, à sa carte d'identité et puis à son passeport pour un éventuel voyage s'il en a besoin. Voilà, on va terminer le dernier tour de table. Et Guillaume Soro, il a un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro. C'est le président Gbagbo qui nous intéresse. On va faire un dernier tour de table. Le Chan, c'est dans moins de 60 jours. Est-ce que ce qui est arrivé hier peut avoir un impact sur l'organisation? Tout événement dans la vie a un impact. Mais l'impact peut ne pas être négatif pour nous, parce que quand je regarde ce qui est fait... C'est le premier vice-président Constant Omari qui prend les rênes? Oui, on sait que Constant Omari a été régulièrement au Cameroun, c'est lui qui a visité régulièrement nos chantiers et autres. Il a d'ailleurs déclaré sur des radios internationales et même sur des chaînes médias autres l'évolution au Cameroun par rapport à la qualité des infrastructures qu'il a vécues. Oui. Ce n'est pas une affaire qu'on raconte, lui il l'a touché du doigt. Et je crois que le Cameroun, sauf erreur, a des infrastructures sportives aujourd'hui de qualité mondiale. Maintenant, il y a des mesures d'accompagnement qu'il faille, comme les routes et tout ça. Voilà, j'allais justement dire que les stades seuls... Au niveau du stade, de ce qui est investi au Cameroun, il faut pour louer, le jeu, le Cameroun n'a pas... Il faut louer les efforts du gouvernement à ce niveau-là. On a passé beaucoup d'années de disette, mais aujourd'hui, quand même, notre jeunesse a un joyau. Et je pense qu'il faille non seulement des joyaux, non seulement entretenir, mais pérenniser. Un joyau pour l'instant, parce que non, il y a des, puisqu'on a plusieurs stades qui sont sortis de terre, qu'ils soient les stades d'entraînement, que ce soit des stades de compétition. Je dis, sachons reconnaître les efforts. Moi, je ne suis pas pour la critique négative parce qu'on veut... C'est pas une critique négative. Attendez. Quand nous comptons les stades qu'il y a au Cameroun actuellement, oui, il y a combien, 4 ans, on voit pratiquement sur 3 stades omnisports au Cameroun. Oui. On voit à Douala, sur du gazon synthétique de 3e génération, sur du soleil. Oui. Et on voit à Yaoundé sur du gazon naturel et à Garoua. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, on n'en compte pas. C'est-à-dire, il y en a, à Yaoundé, à Douala, on a des stades réels de compétition, qu'on ait Yassa, qu'on ait la réunification, et on a des stades d'entraînement. On a le stade Bonamoussadi, Bapelépé. Maintenant, si vous allez dans le sud-ouest, si vous allez à l'ouest, si vous allez au centre, c'est là 2 stades. J'ai dit, aujourd'hui, cette jeunesse a de quoi rêver. Et nous savons tous que pour faire un football normal, le premier élément, la loi 1 du football, c'est le terrain de jeu. C'est ce qui a manqué pendant longtemps. Nous pensons que même dans les structures... Que dites-vous de ces Camerounais qui pensent que les Camerounais, nos lions indomptables, ont mieux joué l'autre jour par rapport au stade? Donc, filé 4 buts aux Mozambicains. C'était par rapport... Certains ont dit que c'était par rapport à... La qualité de la pelouse. Oui. C'est un élément à ne pas négliger. Parce que c'est des professionnels qui jouent sur des pelouses de bonne qualité ailleurs. On se rappelle qu'il y a des entraîneurs, des sélectionneurs ici qui sont pleins. Je m'appelle Henri de Pierreux. Qui s'est plaint ici parce que le joueur devait regarder où met le pied quelquefois avant de jouer au ballon. Et quand on a un stade de bonne qualité comme l'unification actuellement, j'ai dit c'est un plaisir. Donc c'est des éléments qui concourent. En attendant, Japoma, c'est notre calibre. Tout ça pour nous, c'est quelque chose qui honore l'image du Cameroun. J'ai dit il faut savoir dire merci au pouvoir public
pour cet investissement. Il ne faut pas avoir la langue dans la poche. Et je crois que le je vois Mbutuze, il est très content. Ce qui est bien fait, on va dire c'est bien fait, M. Mbutuze. Mais en plus, parlant de Lyon, moi je les ai côtoyés. Mbutuze, vous allez intervenir tout à l'heure. Et puis, ce n'est pas que il y a quelques jours, hein, c'est un produit au stade de la rééducation. Après qu'ils aient été de passage ici, se sont entraînés sur ce gazon, stade annexe, etc. Comme le disait le président de la Ligue de l'Ouest, le vice-président, ils ont été épatés et du coup, ils ont demandé à se produire au stade de la rééducation. Et le résultat, on le connaît. Mais sauf qu'en une minute, j'en ai terminé. Parlant de ce qui va arriver, en réalité, sauf cataclysme, le Cameroun va abriter son champ. Mais sauf que la crainte qui arrive justement avec notre exécutif, c'est là où le Cameroun se devra d'avoir un bon lobbying, c'est là où le Cameroun devra déjà d'abriter un super champ pour que les 4 candidats éventuellement seront au Cameroun pendant le champ. Parce que c'est 16 voies possibles, il va falloir les conquérir, mais il va falloir aussi se rassurer que le Cameroun est prêt, le Cameroun s'est organisé. Je pense que si ça se passe comme ça, même pour la CAN à venir, on risque de ne pas avoir des problèmes. Mais le champ, honnêtement, dans quelques jours, là, c'est acté, le Cameroun va l'abriter, et de fort belle manière d'ailleurs. Voilà, Joseph René Mbutuze, 30 secondes. Oui, le Cameroun a l'habitude de bien accueillir les étrangers, d'organiser de belles choses. On aura une bonne CHAN en janvier. La seule crainte que nous avions, est-ce que les Camerounais pourront aller au stade, profiter non seulement du jeu, mais des équipements que l'État a optimisés ces dernières années? Est-ce qu'on pourra? Moi, je pense qu'on pourra. Je peux déjà vous affirmer ça parce qu'en Europe, ça va ouvrir. En Europe, ça va ouvrir forcément. Comme ça va ouvrir en Europe, ça va faire stade ouvert là bientôt. Déjà à partir du 1er décembre, ça sera ouvert forcément. Ce sera ouvert en Afrique. Ouvert quoi? Voilà. Il est affirmatif. C'est pas une affirmation, elle est gratuite pour l'instant. Si nous avions donc l'assurance que les gens iront au stade, on sera heureux. Nous attendons d'y à janvier et moi j'irai regarder tous les matchs. Vous avez regardé le football ou bien les infrastructures? Les deux. J'irai regarder les deux. Donc je pense pas que le fait qu'Amad ne soit pas là peut empêcher que le Cameroun organise son CHAN, parce que je crois que tout est déjà fait. Ce n'est plus un problème d'un individu. Encore que la CAF ne se limite pas seulement à M. Amad, c'est toute l'organisation institutionnelle qui est mise en place, qui sera désormais chapeautée par M. Omari. Et pour des Camerounais qui s'inquiétaient des amitiés qu'Amad avait avec notre star national Samuel Eto'o, ils doivent se rassurer qu'autant il est l'ami d'Amad, il est l'ami d'Omari, il est l'ami d'Infantino. Donc Samuel Eto'o peut continuer à manifester son entre-genre en faveur du Cameroun. Merci. Rapidement, 30 secondes, Serge Pensy. Je pense que l'institution CAF reste en place. Les présidents vont passer. Tessema était là, Issa Yatou est venu, Amad est venu aussi. Il est parti. Donc, comment il est parti comme il est venu. C'est la première fois que ça arrive, hein? Oui, c'est la première fois que ça arrive. Donc, c'est un échange réel au champ. C'est la mode un peu, hein? Platini. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça devait avoir peur de ces postes-là? Non, c'est la commission d'éthique. Oui. De les enquêtes, des comportements. Ça frappe beaucoup plus depuis 2015, là. Non, ça frappe. Ça coupe les têtes, hein? Non, ça frappe. Mais attendez, quand on fait l'enquête et puis vous êtes coupable. Non, ça n'a rien à voir. On fait une enquête et vous êtes coupable. On fait une enquête et vous êtes coupable, on doit s'en sonner. Ok. C'est clair. Voilà, merci Joseph René Mbutuze d'être venu. Merci Serge Kamdemoukwam. Merci Emmanuel Maop. Merci Serge Pensy. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir Ngoumou.